Bienvenue dans Next Gen Manufacturing, Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'ingénierie océanique. C'est un domaine fascinant où la fabrication la plus pointue se frotte à l'environnement le plus extrême de notre planète. La grande question, c'est comment on fait pour construire quelque chose quand la nature elle-même semble déterminée à tout détruire? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Oui, vous avez bien entendu, plus hostile que l'espace. C'est une question absolument immense. Comment on fabrique quoi que ce soit dans un endroit où la pression peut écraser l'acier comme une simple canette, où le sel ronge absolument tout et où une seule vague peut balayer des années de travail? Pour comprendre les solutions d'aujourd'hui, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. On va donc commencer par le commencement, avec les pionniers. Bien avant les robots et les sonars, nos ancêtres ont dû faire preuve d'une ingéniosité juste incroyable pour essayer de dompter les vagues. Et ils n'avaient pas grand-chose, hein. C'est leur héritage, leur génie, qui est à la base de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Regardez un peu ce chemin parcouru. Tout part d'une idée, d'une étincelle. Archimède qui comprend la flottabilité. Puis les Romains, toujours très pragmatiques, qui transforment cette idée en port et en brise-lames bien concrets. Et là, le grand tournant. La machine à vapeur. Ça n'a pas seulement changé le monde sur la terre ferme, ça a donné à l'humanité la puissance brute nécessaire pour vraiment commencer à maîtriser les mers. Et là, on voit tout le génie romain. Il ne se contentait pas de jeter des cailloux dans l'eau, non, il créait de véritables petites usines sous-marines temporaires. Ces bâtards d'eau, en gros, c'était comme construire une piscine vide au fond de la mer pour ensuite la remplir avec un béton volcanique révolutionnaire qui durcissait au contact de l'eau. Le résultat? Des structures tellement solides que certaines sont encore là aujourd'hui. Allez, on fait un énorme saut dans le temps. On oublie le béton romain et on pense robot, sonar, satellite. La boîte à outils de l'ingénieur moderne a complètement changé la donne. C'est vraiment ici qu'on entre dans l'ère de la fabrication de nouvelle génération, la Next Gen Manufacturing, capable de voir, d'atteindre et de construire dans les abysses. Aujourd'hui, la force brute, ça ne suffit plus du tout. C'est une affaire de très haute technologie. On a la robotique, comme les AUV et les ROV, qui sont un peu nos bras et nos mains là-dessous. On a l'acoustique, avec les sonars à haute résolution, qui sont nos yeux dans le noir complet. Et tout ça, ça génère des montagnes de données qu'il faut analyser pour comprendre cet environnement qui bouge tout le temps. Et voici la star de cette boîte à outils, le ROV. Imaginez un robot ultra résistant, bardé de capteurs et d'outils, qui est piloté depuis la surface, à des kilomètres de là. Ce sont littéralement les mains et les yeux de l'ingénieur dans les profondeurs. Il peut aller inspecter un pipeline, souder une structure ou prendre un échantillon, pendant que son pilote est bien au sec sur le bateau, avec une tasse de café à la main. Et cette citation d'un architecte naval, trouvée sur Reddit, elle résume tout parfaitement. Parce qu'attention, piloter le robot, ce n'est qu'une toute petite partie du boulot. Le gros du travail, ça se passe bien avant, devant un ordinateur avec des logiciels ultra complexes. Il faut être à la fois architecte, ingénieur, un peu codeur aussi, bref, un vrai couteau suisse pour tout modéliser en 3D et s'assurer que ça tiendra le coup une fois dans l'eau. Bon, on a les outils, c'est super, mais à quoi est-ce qu'ils font face exactement? Parce que construire un pipeline au fond de la mer ou la fondation d'une éolienne, ce n'est pas juste un défi technique, c'est une bataille permanente, une véritable guerre d'usure contre les éléments. En fait, les ingénieurs se battent sur 3 fronts. D'abord, le sol lui-même. Il faut stabiliser des fonds marins qui sont souvent tout sauf stables. Ensuite, il y a l'ennemi public numéro 1, la corrosion. L'eau salée, c'est un cauchemar, ça ne dort jamais, ça ronge le métal sans s'arrêter. Et enfin, un ennemi plus vicieux, plus subtil, la chimie de l'océan, qui peut attaquer et dégrader les matériaux de l'intérieur, tout doucement. Mais alors, qui sont ces gens qui mènent ces batailles? Qui sont ces fameux touche-à-tout qui choisissent de passer leur carrière à construire dans des conditions pareilles? Eh bien, on va voir que c'est un monde bien plus vaste et franchement mieux payé qu'on pourrait le croire. Premier indicateur, et pas des moindres, l'argent. Un salaire annuel médian qui dépasse les 100 000 $ aux États-Unis, ça veut dire une chose très simple, ces compétences sont rares, elles sont précieuses, et les entreprises se les arrachent, elles valent de l'or. Et non seulement ça paye bien, mais en plus, il y a du travail. Le secteur devrait connaître une croissance de 6%, c'est bien plus rapide que la moyenne. Et en fait, c'est assez logique. Il suffit de regarder nos besoins. On veut plus d'éoliennes en mer, des ports plus grands et plus modernes. Bref, c'est clairement un secteur qui a de l'avenir. Et le truc qui est génial, c'est que les opportunités sont super variées. On peut passer de la conception du plus grand porte-container du monde à un projet de ferme éolienne flottante. Ou alors, on peut développer le prochain robot qui ira explorer les fonds marins, pour la science ou pour la défense. C'est vraiment tout sauf un job monotone. Ok, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est le présent. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais la véritable prochaine frontière de l'ingénierie océanique, elle est encore plus ambitieuse. Et si, au lieu de simplement construire dans l'océan, on commençait à utiliser l'océan pour essayer de réparer la planète? C'est là que ça devient aussi fascinant que controversé. Ça porte un nom, la géo-ingénierie marine. Et l'idée est vertigineuse.
L'idée, ce n'est plus de construire une plateforme, c'est de bidouiller la chimie même de l'océan pour qu'il absorbe plus de CO2 de l'atmosphère. C'est sans doute le projet de fabrication le plus audacieux jamais imaginé, mais c'est aussi, et de loin, le plus risqué. Concrètement, les idées sur la table, on dirait de la science-fiction. Par exemple, certains proposent de fertiliser l'océan avec du fer pour créer d'énormes booms de plancton. Super, le plancton absorbe le carbone, sauf que ça pourra aussi créer des zones mortes géantes. D'autres veulent changer l'alcalinité de l'eau, ou même pulvériser du sel pour rendre les nuages plus blancs et qu'ils réfléchissent la lumière du soleil. Mais quel serait l'impact sur la météo? Personne n'en sait rien. Chaque solution potentielle cache un risque immense. Alors forcément, avec de tels risques, tout le monde est sur les freins. Des traités internationaux comme le protocole de Londres appliquent un principe de précaution maximale. En clair, ça veut dire « stop, on ne touche à rien tant qu'on n'est pas absolument certain de ne pas empirer les choses ». C'est bien la preuve qu'on a conscience qu'on joue aux apprentis sorciers. Et tout ça nous laisse avec cette question finale, une question qui donne le vertige. On a appris à maîtriser l'océan pour y construire des merveilles. On envisage maintenant de le modifier pour, peut-être, sauver notre climat. Mais le jour où l'une de nos solutions créera un problème encore plus grand, qui sera responsable? C'est sur cette interrogation que se jouera sans doute tout l'avenir de la fabrication nouvelle génération.